et monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 2 octobre à la une de l'actualité. En concrétisation de ses engagements électoraux et lors de sa prestation de serment, le président de la République procède à l'installation de la Commission nationale de révision des codes de la commune et de la wilaya. Au deuxième jour de sa visite officielle en Italie, à l'invitation de son homologue italien, le général d'armée Saïd Chengheriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a eu des entretiens sur le renforcement de la coopération militaire bilatérale. Un volet industrie ce soir avec l'ouverture du salon de la sous-traitance où 120 exposants plaident pour une meilleure intégration nationale. À l'étranger, les frappes sionistes au Liban se poursuivent et ciblent plusieurs zones du sud du pays et la capitale Beyrouth. L'occupant israélien qui a lancé des opérations au sol menace plus d'une vingtaine de villages. Le point dans cette édition. Crise sociale sans précédent au Maroc où le taux de chômage continue de croître. Colère également au sujet du traitement des déchets importés d'Europe. Les capacités de recyclage du pays ne dépassent pas les 10%. Nous nous intéressons ce soir au trouble 10 et qui pourrait être un frein à l'apprentissage de l'enfant. Détecter les signaux est nécessaire pour trouver le traitement adéquat avec les spécialistes. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, en concrétisation de son engagement lors de la campagne électorale et sa prestation de serment, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a procédé ce mercredi à l'installation de la Commission nationale de révision des codes de la commune et de la wilaya. La commission est composée de Dahoul Trablia, ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, président de la commission, Abdallah Mounji, secrétaire général de la présidence de la République, vice-président de la commission, 5 membres du Conseil de la Nation, 5 députés de l'Assemblée populaire nationale, 5 wali, 5 présidents d'Assemblée populaire de wilaya, 5 directeurs de la réglementation des affaires générales de wilaya, 5 présidents d'Assemblée populaire communale et la Commission nationale de révision des codes de la commune et de la wilaya entamera ses missions dès son installation. Coopération militaire, deuxième jour de la visite officielle en Italie. Le général d'armée Saïd Chengheriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, à l'invitation de son homologue, l'amiral Giuseppe Cavodragone. Les détails avec Yanis Saïd Belkacem. Au deuxième jour de sa visite officielle en Italie, sur invitation de son homologue italien, l'amiral Giuseppe Cavodragone, chef d'état-major italien de la défense, le général d'armée Saïd Chengheriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité aujourd'hui le monument historique Hôtel de la Patrie à Rome, où il a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial du soldat inconnu. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au siège de l'état-major italien de la défense où il a été accueilli par l'amiral Giuseppe Cavodragone. La cérémonie d'accueil a été entamée par l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays.
suivi du salut militaire présenté par une formation militaire à l'entrée du siège de l'état-major italien de la défense. Ensuite, le général d'armée s'est longuement entretenu avec l'amiral Giuseppe Cavo Dragone. Les deux parties ont évoqué l'état de la coopération entre les armées des deux pays et ont échangé les points de vue sur les questions internationales et régionales actuelles. Le général d'armée a fait part à son hôte de ses remerciements et de sa gratitude pour l'invitation qui lui a été adressée pour visiter l'Italie, tout en souhaitant que cette visite soit une étape de plus sur la voie de la consolidation des relations militaires bilatérales. Le général d'armée a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération militaire algéro-italienne et de sa profonde confiance en la disposition des deux parties à concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays pour l'édification d'un partenariat stratégique global contribuant à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont ensuite été élargies aux délégations militaires des deux pays. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le général d'armée ne procède à la signature du livre d'or de l'état-major italien de la défense. Réunion du gouvernement présidée ce mercredi par le Premier ministre Nadel Arbaoui est consacrée à l'étude du projet de loi de finances 2025 en prévision de son exposé en Conseil des ministres. Le gouvernement a écouté également un exposé sur les mesures prises pour la compensation des sinistrés et des intempéries ayant touché des wilayas en septembre dernier. Dans le cadre du suivi de la situation sanitaire dans certaines wilayas du Sud, le gouvernement a suivi un exposé sur les différentes mesures et l'état d'avancement des campagnes de prévention et de vaccination pour limiter la propagation des maladies, et ce en concrétisation des instructions du président de la République, notamment pour ce qui est du renforcement des capacités des structures et établissements de santé, fournir également les vaccins et médicaments nécessaires, ce qui a permis de mobiliser toutes les énergies pour la gestion de la situation selon les protocoles sanitaires et faire baisser le nombre des cas de contamination. Les efforts se poursuivent par ailleurs pour faire face à cette situation épidémiologique, notamment en luttant contre les migrations clandestines. Dans le cadre de la relance du barrage vert en tant que projet stratégique à l'importance nationale et une priorité dans la lutte contre la désertification, le gouvernement a étudié un projet de décret exécutif déterminant la composition de l'instance de coordination de lutte contre la désertification et la réhabilitation du barrage vert, son organisation et son fonctionnement. Enfin, le gouvernement a écouté un exposé sur la campagne La Bourse Maille qui a débuté hier. Les préparatifs pour cette saison agricole visant à réaliser l'autosuffisance comme instruit par le chef de l'État en blé dur à l'horizon 2025 et en orge à l'horizon 2026 ont été passés en revue.
Énergie, 56e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'OPEP+, avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, le maintien des volumes de production actuels décidés lors de JMMC, tenu par visioconférence. Le comité ministériel a tranché après le constat du respect des niveaux de production requis par tous les membres pour les mois de juillet et août. Mohamed Arqab a souligné à l'occasion que depuis le début de l'été, le marché est marqué par une volatilité excessive, des inquiétudes persistantes quant au ralentissement notable de la demande en produits pétroliers, d'où l'importance pour tous les pays signataires de la déclaration de coopération de poursuivre leurs efforts de compenser les surplus produits au cours des mois précédents. Industrie et ouverture du salon dédié à la sous-traitance industrielle et à l'intégration nationale. La 9e édition se poursuit jusqu'à samedi prochain au Palais des Expositions avec la participation de près de 120 exposants. Plusieurs opérateurs économiques et acteurs du secteur ont plaidé pour des mécanismes favorisant l'intégration nationale. Naïma Lohali. Dans sa 9e édition, le Salon international de la sous-traitance met en avant les capacités industrielles nationales qui participent à la transformation du tissu industriel. De nombreux exposants proposent différents produits en prospectant d'éventuelles ressources pour leurs industries respectives. Aujourd'hui, on présente les produits destinés à la sous-traitance. La sous-traitance comme étant un donneur d'ordre, parce qu'on donne des commandes à d'autres groupes ou d'autres entreprises pour compléter notre production. Aussi, on propose nos capacités de production dans le cadre de la sous-traitance, c'est-à-dire fabriquer pour d'autres personnes des pièces, des organes. L'entreprise de câblage qui est située à Sétif, nous faisons de la sous-traitance dans le domaine de câblage, et climatisation et froid aussi. Et nous proposons d'autres produits qui sont disponibles cette année. On est là pour... c'est important d'être ici dans ce salon pour nous présenter, pour avoir d'autres clients en plus. Nous sommes spécialisés dans l'étude, conception et réalisation, quels que soient les moules, injections plastiques, les filières d'extrusion, soufflage, aussi la transformation mécanique qui concerne les outils de pareil. Concernant la sous-traitance, le traitement de surface, la refondage, l'injection plastique et les presses mécaniques. Outre les structures publiques et privées, le ministère de la Défense nationale participe avec une dizaine de sociétés dans celle du matériel et de l'équipement sécuritaire. L'objectif de ce salon, c'est de lier davantage de relations avec des acteurs économiques qui participent à l'épanouissement du tissu industriel national. Particulièrement fréquenté par les acteurs économiques à la recherche de sous-traitants, ce rendez-vous qui regroupe 150 exposants se poursuivra jusqu'à samedi prochain. Gros plan à présent sur une entreprise de production de cuir synthétique à Blida. Activant depuis plus de 50 ans, l'unité produit jusqu'à 40 millions de mètres linéaires par an. Suite à sa remise à niveau dernièrement, elle compte reprendre son expansion vers les marchés étrangers. Reportage de Badia Amardi. Cette entreprise située à Blida est spécialisée dans la production de simili et cuir, matériaux à usage multiple fabriqués à partir de fibres synthétiques. Elle existe depuis les années 60. Elle a obtenu il y a une année une autorisation d'exploitation dans le cadre de la levée des contraintes sur les projets d'investissement initiés par les pouvoirs publics. Alors c'est une entreprise qui a été créée parmi les premiers en Afrique en 1969. On a pu reprendre notre activité oui, grâce à l'octroi de l'agrément de l'activité. Oui. Au niveau de l'atelier, le produit passe par plusieurs étapes, le mélange de la matière première et des produits chimiques avant de passer au four pour le séchage. D'une capacité de 30 à 40 millions de mètres linéaires par an et avec ses nombreuses lignes de production, cette entreprise a créé de la richesse et beaucoup d'emplois dans la région. La qualité de ses produits lui a même permis d'aller à la conquête des marchés africains. On a 4 lignes de production. Nous avons même auparavant, on a eu l'occasion de travailler en 3 équipes. Et donc, on a confirmé notre capacité de produire des grandes quantités.
Bon, si cette usine devait tourner en 24 heures, on pourrait créer 400 à 600 postes. Ça dépend du degré de finition requis. On a eu quelques occasions, des aventures très courtes, d'expériences, voilà, d'export, voilà, très courtes. On a effectif في société لهنا presque 150 personnes. La plupart les gens لهنا اللي هما des compétents نقدروا نقولوا 80% من خريجين الجامعة الجزائرية. صناعة الجلود. Notre entreprise produit du simili-cuir qui est utilisé dans la fabrication, entre autres, de chaussures et de sièges automobiles. Nous continuons à travailler beaucoup pour développer davantage notre activité. Pour des produits de qualité et pour satisfaire la clientèle qui vient s'approvisionner des 4 coins du pays, cette entreprise s'est dotée d'un laboratoire d'analyse et de contrôle où travaillent des jeunes dont nombreux sont issus de l'université algérienne. Ici, au laboratoire, on fait les essais nécessaires. Commençons d'abord par la pesée des produits, ensuite le mélange, ensuite on va les cuire au four. À travers toutes nos analyses qu'on fait au laboratoire, c'est pour assurer une qualité meilleure pour la satisfaction du client. Mon rôle dans la société, c'est d'assurer la présence des pièces de rechange, de tout ce qui concerne nos machines de production. Pour une meilleure production dans un meilleur délai. L'entreprise de simili-cuir de Blida ambitionne d'augmenter ses capacités de production à court et à moyen terme afin de renouer avec ses opérations d'exportation. Ouverture de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU consacrée à la situation dans les territoires palestiniens. Le chef de la délégation algérienne, représentant permanent auprès du Bureau des Nations Unies à Genève et les organisations internationales en Suisse, a affirmé que l'Algérie est convaincue que la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient sont tributaires de l'application du droit international et la fin de la colonisation de toutes les terres arabes occupées. Une solution juste et définitive au conflit arabo-israélien. Rachid Bladhan appelle la communauté internationale à imposer des sanctions politiques et économiques à l'entité sioniste et à interdire la livraison d'armes. Et les frappes aériennes sionistes au Liban se sont poursuivies ce mercredi, ont ciblé plusieurs zones du sud du pays et la périphérie de la capitale Beyrouth. Ces dernières 24 heures, pas moins de 88 personnes ont été tuées dans les attaques de l'occupant israélien. Ces troupes ont mené hier soir une nouvelle opération au sol limité. L'entité menace plus d'une vingtaine de villages dans les territoires libanais. Rina El-Bourari. 200 missiles, dont plusieurs hypersoniques, ont été lancés par l'Iran dans une attaque majeure contre l'entité sioniste baptisée Promesse Honnête 2. Cette opération, qualifiée de légitime défense par Téhéran, intervient en représailles aux frappes aériennes sionistes qui ont ciblé le Liban et pour venger la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas palestinien. Le Liban, qui vit sous un déluge de feu depuis des jours, ne connaît aucun répit alors que les frappes sionistes s'abattent sans relâche sur des zones densément peuplées. En banlieue sud de Beyrouth, pas moins de 11 explosions ont été enregistrées en l'espace de 2 heures cette matinée. L'aviation sioniste a également mené dès l'aube de nouvelles frappes sur la région de Sour et la côte libanaise, faisant au total 88 martyrs et 226 blessés durant les dernières 24 heures. En début d'après-midi, l'armée sioniste a commis un massacre dans le village d'Eit Haroun, dans le sud du pays, faisant une dizaine de victimes, dont un homme est toujours porté disparu. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter, s'élevant à plus de 1000 personnes depuis les explosions des appareils de transmission du Hezbollah les 17 et 18 septembre. Dans une escalade sans précédent, l'armée sioniste a annoncé mardi une incursion terrestre sur le sud du Liban, ordonnant l'évacuation de 27 localités libanaises, dont Dir Daba, El Bourgoulia, Bouyout el-Siyed, El Abbasiya et Dorhiya, forçant des centaines de milliers de civils vivant dans l'incertitude et la peur à fuir vers des régions plus sûres. Nous dormons par terre et on se réveille à l'aube par crainte d'une attaque. Nous avons constamment peur. Nous sommes ici depuis 4 jours. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici. 1 mois ou 2, 1 semaine. Tout dépend de l'évolution de la guerre.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a lancé un appel pour collecter 105 millions de dollars au cours des 3 prochains mois pour aider les familles et les enfants au Liban. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, très inquiet sur l'imminence d'une escalade militaire dans la région, a insisté mardi sur l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat, soulignant qu'une guerre totale au Liban doit être évitée à tout prix. Les attaques sionistes ont tué au moins 40 Palestiniens à Gaza ce matin, des dizaines de blessés également dans ces bombardements qui ont ciblé Khan Younes. Les frappes de l'occupant israélien ont duré une partie de la nuit précédente dans plusieurs zones de l'enclave où de nombreux enfants ont également été tués. Retour dans le pays pour le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce aux efforts des unités de l'ANP, le terroriste dénommé Rigadi Mohamed Di Aboul Hammam s'est rendu aux autorités militaires à Bouj Bedi Mourtar en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 chargeurs de munitions garnis, une grenade défensive et d'autres effets. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert et détruit 20 bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou, alors que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 17 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 31 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentative d'introduction de 5 quintaux et 80 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 2 kg de cocaïne et 376 600 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamnarasset, Bouj Bedi Mourtar, In Salah et In Gizem, des détachements de l'ANP ont arrêté 96 individus et saisi 29 véhicules, 118 groupes électrogènes, 42 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 18 autres individus ont été arrêtés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 8 fusils de chasse, 4 pistolets automatiques, 15 200 litres de carburant, 36 quintaux de tabac, ainsi que 20 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 139 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 452 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Le Maroc frappé par une crise sociale sans précédent, le taux de chômage dans le pays continue de croître, une véritable bombe à retardement qui pourrait aggraver la situation particulièrement difficile et qui poussait des milliers de jeunes à régulièrement tenter de forcer le passage frontalier avec l'Espagne. Yasmine Masrouti. Le chômage endémique et la précarité sociale continuent de ronger la société marocaine, marquée par un déclin alarmant du pouvoir d'achat. Les jeunes, pris au piège d'un régime autoritaire, peinent à entrevoir un avenir meilleur dans un pays qui semble de plus en plus les abandonner à leur sort. Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans a atteint près de 49% en 2024, un record qui pousse des milliers d'entre eux à chercher désespérément à fuir leur pays. L'enclave espagnole de Ceuta est devenue l'une des principales issues de secours pour ces jeunes, prêts à tout pour échapper à une vie de misère. قسما بالله اللي خلق الدنيا والدين وحل الحدود والله يا خوتي الكلاب حاشاك هربوا من هذه البلاد هذه قول لي علاش ماشي زعما حاجه خايبه ولا بنادم على حساب كرامته. انا شايفه لو كانت ما كايناش الفيزا ندير عكاز ونمشي من هذه البلاد حيت بلاد الظلم قهرنا الظلم قهرتها الرشوه قهرونا بالظلم كي بغينا ولادنا يخدموا ما بغيناش ولادنا يظلموا في هذه البلاد كاين الظلم لا مشيتي للاداره ينهضوا فيك يعايروك فين مشيتي ينهضروك علاش هذا الشيء. Le déclin du pouvoir d'achat, quant à lui, pèse lourdement sur la population. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche, tandis que les revenus stagnent, plongeant des familles entières dans une extrême pauvreté. Pour beaucoup, il n'est plus question de confort, mais de survie. La difficulté à se nourrir est devenue une réalité amère pour de nombreux foyers marocains.
Face à cette situation critique, le malaise social s'intensifie. Le régime du Makhzen, accusé d'immobilisme face à cette détresse, semble incapable d'apporter des solutions concrètes. La répression est souvent la seule réponse offerte aux protestations des jeunes et des familles désespérées. Mais l'appel à une vie plus digne résonne plus fort que jamais, alors que l'écart se creuse entre les promesses du pouvoir et la réalité quotidienne d'une population confrontée à la faim, au chômage et à l'absence d'espoir pour l'avenir. Et inquiétude des associations environnementales marocaines au sujet du traitement des déchets importés d'Europe. D'importantes quantités sont attendues alors que le pays peine déjà à recycler ses propres déchets. La nature également de certains produits qui pourraient être très toxiques suscite la colère. Yasmine Masrouti. Près de 90% des déchets générés localement au Maroc ne sont toujours pas recyclés et pourtant le gouvernement semble privilégier l'importation de déchets étrangers. Plus de 2,5 millions de tonnes de rebut en provenance de pays européens seront déversées dans le Royaume. Près d'1 million de tonnes proviendront de France, 1,5 million du Royaume-Uni et plusieurs autres milliers de tonnes d'Espagne, d'Italie, de Norvège et de Suède. Cette décision a soulevé une vive inquiétude parmi les associations environnementales et les citoyens qui redoutent une transformation du Maroc en véritable décharge des pays européens et considèrent cette décision en contradiction avec la Constitution qui garantit le droit des citoyens à vivre dans un environnement sain. Ces importations concernent notamment des pneus en caoutchouc destinés à être brûlés dans des usines pour produire de l'énergie, un procédé qui inquiète grandement les défenseurs de l'environnement. Selon eux, cette pratique menace non seulement la santé publique, mais remet également en question les engagements du Maroc en matière de développement durable et d'énergie propre. L'absurdité d'opter pour l'importation de quantités faramineuses de déchets de l'étranger, alors que la capacité du Maroc à recycler les déchets locaux ne dépasse pas les 10%, suscite colère et indignation. En somme, le gouvernement marocain, par le biais de la ministre de la Transition énergétique, qui est censée prendre des mesures et tracer des stratégies pour la sauvegarde et la protection de l'environnement, prend des décisions qui ne feront qu'exacerber les effets négatifs de la pollution sur l'environnement et la santé des Marocains. À propos de santé, un sujet avec lequel on va terminer ce journal. On va parler des troubles 10 et comment y faire face. Il s'agit de relever et détecter certaines difficultés dues à ces troubles et qui pourraient être un frein à l'apprentissage de l'enfant. Leur traitement nécessite souvent un suivi par un spécialiste. Mariam Damis nous en dit plus. Les troubles 10, également appelés troubles spécifiques des apprentissages, regroupe un ensemble de troubles affectant certaines fonctions spécifiques liées à l'apprentissage, comme le langage, la lecture, l'écriture ou encore les gestes. Étant médecin, étant pédopsychiatre, on joue un rôle essentiel dans la démarche diagnostique. Donc on travaille avec une équipe multidisciplinaire, faite essentiellement d'orthophonistes, de psychomotriciens, de psychologues, d'ergothérapeutes. On fait notre bilan médical pour éliminer d'autres troubles, surtout neurologiques ou sensoriels. On compare avec elle pour faire tout ce qui est testing, pour voir les compétences, le niveau de connaissance. Alors pour le testing, on utilise des échelles, on utilise des batteries pour évaluer surtout ce qu'on appelle le QI ou le quotient intellectuel. Parce que pour poser le diagnostic de 10 ou de trouble de l'apprentissage, il faut que l'enfant n'ait pas de déficience intellectuelle. Chaque 10 a son propre tableau clinique. Vous voyez, donc, et aussi sa propre équipe pluridisciplinaire. Par exemple, dysgraphie, la première intervention, elle doit être orthophonique et psychomotrice. Après, psychologique, ainsi de suite. Quand il s'agit de dyslexie, c'est orthophonique. Après, les autres thérapeutes interviennent en parallèle. Les parents jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des enfants atteints de troubles 10. Ils sont souvent les premiers à identifier des signes de difficulté comme des retards de langage ou des problèmes de coordination et initier ainsi les démarches pour un diagnostic précoce.
À la maternité, il peut avoir aussi c'est-à-dire le contact avec les enfants. Il y a une mauvaise interaction. Là, l'enfant, il est hyperactif ou là, il a des troubles d'attention. On peut avoir, c'est-à-dire des signes comme ça qui alertent en principe les parents. Il faut prendre en considération ces symptômes, c'est-à-dire c'est sérieux. Si l'enfant a des difficultés, il faut consulter, même pour une prévention. Il faut un avis d'un professionnel. L'enfant est jugé, l'enfant est stigmatisé, l'enfant est rejeté. Et là, après, ça crée une forme d'harcèlement scolaire, une forme de rejet, et qui est bien sûr préjudiciable pour l'enfant et ses parents. Donc du coup, c'est très important de prendre en charge ce segment, parce que c'est à partir de là que l'enfant, plus tard, va construire sa personnalité. Et nous, en tant que pédopsychiatres, on ne veut pas que ces enfants construisent leur personnalité sur un sentiment d'échec, et surtout quand ça commence très jeune au niveau de la scolarité. Avec un accompagnement adapté, les enfants atteints de troubles 10 peuvent surmonter leurs difficultés et réussir grâce à la collaboration entre parents, professionnels de santé et enseignants. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.